Bien, on va revenir maintenant pour parler du Togo. On va évoquer l'ouverture du guichet Diaspora, nouvelle initiative donc lancée. C'était hier, lundi 10 mai, par le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, qui a donc lancé le guichet Diaspora et le programme d'action pour le renforcement des contributions de la diaspora togolaise au plan Togo 2025, plan Togo 2025, disons que la mise en place du guichet Diaspora vise à mettre à la disposition des Togolais de l'extérieur une plateforme flexible et inclusive capable de répondre aux demandes et attentes des Togolais de l'extérieur, porteurs de projets, et d'accompagner la mise en œuvre du programme d'action pour le renforcement des contributions de la diaspora togolaise au plan Togo 2025. J'avoue qu'on parle de plus en plus maintenant de plan Togo 2025. Je ne sais pas si ça remplace le PND, ça sera un autre débat. Pasteur Edo, en tout cas, guichet Diaspora, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative? Guichet Diaspora, vous savez, la diaspora togolaise contribue énormément. Énormément au PIB du Togo, apporte beaucoup, et cela, il faut le saluer. Maintenant, un guichet Diaspora qui est ouvert pour faciliter les transactions et toute initiative porteuse de projet. Bon, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'on va mettre dedans pour que ça puisse véritablement faciliter les activités entre leur pays d'accueil et le pays d'origine, c'est ce qu'il faut voir. Mais je crois que c'est une initiative quand même qui est à saluer. Et ce qu'il faut attendre maintenant, à partir de maintenant, de l'ouverture de ce guichet, jusqu'à un temps où nous allons examiner, on fait l'état de l'eau par rapport aux pratiques anciennes. Je crois que c'est à ce niveau que nous aurons à évaluer, à apprécier l'ouverture de ce guichet, la portée de ce guichet. D'accord. Dimas, un guichet Diaspora. Oui, je pense que c'est des initiatives à encourager et à entretenir. Il ne faut pas que ça soit une initiative de façon isolée comme ça, qui n'a de durée de vie que le jour de son lancement. Tout le monde voit l'apport de la diaspora africaine et particulièrement togolaise pour les pays et notre pays. La Banque mondiale parle de plus de 500 milliards de dollars transférés de la diaspora vers les pays africains. Au Togo aussi, c'est énorme. Ça fait 8% du PIB. 8% du PIB. Transfert. C'est énorme. Mais on ne peut pas à chaque fois limiter le développement à ça, c'est-à-dire que les intentions de développement à ça. On ne peut pas se limiter au fait que des gens travaillent là-bas et sont obligés d'envoyer de l'argent dans le pays. C'est complémentaire. Alors que, non, ce que je voudrais dire, c'est que il y a des projets qu'on peut venir installer, implanter sur le territoire de manière durable, qui non seulement va limiter les envois des fonds là, mais va créer d'emplois. Va créer de richesses sur le terrain, de richesses et d'emplois sur le terrain. Parce que les main-d'œuvre existent déjà, mais il faut faciliter les choses pour ces compatriotes qui ont ces projets. Combien de fois nous n'avons pas rencontré des compatriotes qui ont dit nous avons amené tel projet des difficultés. Et puis on pour a la mise en application. On est obligé de repartir. Ils sont des milliers. On a trouvé tel investisseur. On est venu ensemble parce que telle autorité et telle autre n'a pas trouvé. Ça part dedans de façon conséquente. Des frais de douane énormes. On a tout fait pour que le projet soit foiré. Et, combien de fois on n'a pas vu des gens qui se sont plaints du fait que même des aides qu'ils ont voulu apporter en matériel pour telle autre entité, telle autre, que ce soit au niveau des écoles, avec
des livres et autres, des établissements sanitaires, des ordinateurs, des matériels de labo, ou au niveau des centres de santé où ils ont voulu apporter. Mais que tout ça là, ça a échoué. Nous, on était en Chine et on a, au niveau de l'ambassade, on a vu qu'il y a certains compatriotes qui étaient venus mener des démarches au niveau de l'ambassade pour qu'on amène des centaines, je dis bien des centaines d'ambulances dans notre pays. Mais ça a échoué. Et ceux qui ont initié le projet là sont complètement déçus. Elle ne peut plus initier. Donc, elle ne peut plus initier. Mais vous êtes devenus des menteurs auprès de vos partenaires. Parce que vous devez faire aboutir le projet. Et vous vous êtes engagé qu'on va les accompagner pour que le projet là aboutisse dans votre pays. Et pour de rien du tout, pour des broutines, pour des pécadilles, pour vraiment des bagatelles, on vous fait échouer. On vous fait échouer le projet là. Et donc, ce qu'on sait des autorités togolaises, c'est que on a toujours de très bonnes initiatives sur papier. Oui. La réalité, finalement, elle révèle autre chose. Présenté comme tel, guichet diaspora, c'est très bon. Il faut canaliser les envois, les projets de la diaspora, les envois de fonds dans des projets capitaliser pour qu'ils servent à des choses sur le terrain. Maintenant, dans la mise en œuvre, est-ce que ça va être aussi simple que ça? Oui, c'est ça. Quand tout projet est limité sur le papier, donc c'est du folklore. Hein? C'est du folklore. Et comme Dimanche le disait tout à l'heure, que ce guichet véritablement puisse faciliter un Togolais qui a trouvé des partenaires pour envoyer des ambulances. Est-ce que ça même, en principe, dès qu'on annonce ça à un État sérieux, aux dirigeants sérieux, mais ça ne doit pas prendre du temps. Même ils sont prêts, l'État même doit être prêt pour les faire, tout ce qui va être fait, parce que sachant que ça va apporter une valeur ajoutée à ce qui est sur le terrain. Les papiers doivent aller très rapidement. Mais des fois, si vous tombez sur des gens, déjà les gens vont penser à des commissions. Bien sûr. Non. Les gens vont penser à des commissions. Les gens vont même jusqu'à dire que si c'est sans vous envoyer, nous, je prends la dîme, c'est-à-dire il faut envoyer 10, que je vais envoyer dans mon village, que je vais envoyer dans ainsi de suite. Et bien, je dis non. Écoutez, nous, on veut que ça serve d'intérêt. Laissez-nous que nous, on arrive, et puis après, vous verrez, on dit non. Il faut signer sur papier. Et que, bon, l'intéressé verra que, bon, pourquoi ça? Et beaucoup de projets ont chuté, ont été abandonnés, parce que les gens ont trouvé de difficultés. Les gens même se sont même déplacés. Je me rappelle un compatriote qui est venu, qui veut évoluer dans le truc des meubles. Combien il n'a pas souffert. Il a loué, il a donné l'argent aux gens. Les gens sont partis. Le magasin, il y a eu des problèmes. On est allé au commissariat, on a dit ceci. Le monsieur, finalement, est obligé de quitter. Et il dit, mais c'est mon pays là, je vais revenir encore. Donc, je crois quand même qu'il faut que tout cet aspect de ce projet soit vraiment examiné. Examiné de manière à ce que ça soit concret sur le terrain. Pour que nous puissions en bénéficier. Mais que ça ne soit pas un guichet juste pour la forme, et que le jour d'ouverture soit déjà la date de son décès, de son inhumation. Non, ce n'est pas normal. Moi, je pense que c'est très important. Pour que ce guichet soit vraiment opérationnel, il faut qu'on ouvre un volet où on peut ressasser tous les projets échoués. Tous les projets apportés par les compatriotes. Oui, faire un appel à tous ces compatriotes-là. Et qui ont échoué. Et qu'on dissèque les causes des échecs là. Pour qu'elles ne se répètent plus. Pour qu'elles ne se répètent plus. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce guichet pour l'année 2021, par exemple, il y a un côté où il sera question de recenser les Togolais de l'extérieur et de faire le répertoire des entrepreneurs et des investisseurs issus de la diaspora. Oui, tout ça c'est bien. Le problème ne se pose pas. Là. Déjà, ça va poser un problème au niveau de la conception politique des choses. Oui. Les gens vont dire que eux, ils sont de l'opposition, ils sont des entrepreneurs, ils ne viendront pas par ce canal pour pouvoir faire quoi là. Ça va poser problème. Mais il faut le faire. Le problème ne se pose pas. Maintenant, ceux qui sont disponibles pour le faire, il ne faut pas les faire échouer. Parce que la plupart, c'est des gens, soit
qui n'ont rien à voir avec la politique. Eux, ils ont seulement en tête le développement du pays. Ils sont venus non pas de couleur politique, ils sont venus pour investir, mais ils sont politiquement déçus sur le terrain par le comportement de certains dirigeants. Hein? Il y a ça. Il y a d'autres qui sont réellement du parti au pouvoir, mais qui sont venus, mais qui sont aussi déçus. C'est pour ça que je dis que pour pouvoir guérir un mal, il faut diagnostiquer le mal. Il faut connaître réellement les causes. C'est comme ça. Si vous ne connaissez pas ce qui provoque la maladie, vous allez seulement guérir les symptômes et le mal va exister. Donc, il ne faudrait pas que ça soit du paracétamol qu'on applique contre le cancer. Il faudrait qu'on diagnostique cela. S'il faut l'opérer, il faut l'opérer. Alors, il faut recenser les projets là. Les gens n'ont qu'à venir témoigner. Les gens n'ont qu'à apporter les preuves. La preuve des projets qu'ils avaient apportés de par le passé, ne serait-ce que les gens 5-10 ans, et qui a été avorté. Mais quelle a été la raison? Parce que pour la plupart des cas, combien je gagne dedans? Oui. Ce que je gagne n'est pas intéressant, non. Ou pour d'autres cas, c'est que c'est Samuel qui a amené, ce n'est pas moi qui ai amené. Donc, quand le dossier, puisque le gouvernement, l'action gouvernementale, c'est une chaîne, quand ça arrive à mon niveau, moi je vais tout faire pour que ça échoue. C'est ce qui se passe très souvent. Et donc, volontairement, les gens ont fait foirer des dossiers comme ça. Alors, tout ça. On peut le dire, on peut peut-être trouver des contre-arguments, mais vous savez que la mise en place du guichet diaspora vient quelques années, si je ne m'abuse, après la mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Ouais. Et vous savez, tout ce qui a entouré ce HCT... La mise en place, HTE. Ça n'a pas pris, la mayonnaise n'a pas pris, parce qu'on s'est retrouvé avec juste une poignée de personnes, contrairement au nombre qu'on donne dans la diaspora. Les gens n'ont pas suivi. Finalement, il y a beaucoup de raisons politiques derrière. Oui. Et on dit quelque part que le guichet diaspora est l'organe technique d'appui du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Est-ce que ça va accrocher? Oui, bien si on remonte un peu à la mise en place du Haut Commissariat des Togolais de l'extérieur, je crois que et le lier, certainement on doit le lier avec ce guichet diaspora, ça va créer un peu de remous et risque de tomber dans l'eau si jamais on ne ratisse pas. Est-ce que on peut ratisser large pour que tous les Togolais vraiment qui désirent contribuer au développement de leur pays en étant de loin. Comme Dimas l'a dit tout à l'heure, les gens ont envie d'exprimer leur déception. Et qu'on permette aux gens d'exprimer leur déception. Combien de fois ils ont été déçus quand ils sont arrivés. Moi, je crois qu'un Togolais qui veut participer, et surtout, s'il faut apporter des matériels, des matériels didactiques, des matériels d'équipement sanitaire et autres, je crois que c'est des gens qu'on doit embrasser. C'est des gens qu'on doit en principe embrasser. Et maintenant, avec le lien au HTE, ça va être un peu difficile, mais je crois que ça doit être une occasion plutôt d'attirer les autres pour dire non. Voilà. Nous reconnaissons que par le passé, vous avez eu des sérieux problèmes. Voilà. Vous avez eu des sérieux problèmes. Vous qui avez voulu investir, vous qui avez apporté une valeur ajoutée, à notre situation, vous avez été déçus. Maintenant, avec le guichet là, nous sommes en train de proposer quelque chose de nouveau. C'est pour vous faciliter que tout ce que vous aurez à faire, cela va passer sans difficulté. Je crois que si ce langage est tenu, ça va rassurer les gens et les gens vont oublier leur déception passée et surtout avec les distinctions que nous avons eues lors de la mise en place du Haut Commissariat des Togolais de l'extérieur. Il y a aussi d'autres attentes au niveau de la diaspora pour les projets, c'est au niveau national, par exemple. On sait que quand les partenaires viennent, parce que ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas seulement qu'ils viennent investir, mais qu'ils mobilisent également des partenaires. Pour venir investir. C'est notre justice qui ne rassure pas beaucoup de personnes. Oui. Il y a un certain nombre de choses qu'on a déjà citées, notamment la corruption et tout cela. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de travailler ou bien de communiquer sur ce qui est fait ici au niveau de la justice, au niveau de la lutte contre la corruption, pour que cela rassure ceux qui doivent arriver? C'est très important. C'est très important. Qui peut vouloir facilement aller jeter son argent dans un pays corrompu?
Non, c'est pas de la mafia. Hein? La mafia, tu prends ces risques, là, le problème ne se pose pas. Mais quand tu veux faire une affaire, tu fais un plan d'affaires et tu sais que c'est porteur. C'est en ce moment où tu vas vouloir aller investir. Et donc, quand vous savez qu'une grande partie sera emportée par la corruption, vous n'oserez jamais. Ouais. Donc, il faut un travail capital au niveau de la justice, au niveau des secteurs de lutte contre la corruption. Je pense que l'État en fait suffisamment assez, mais il faut continuer encore de façon à ce que nous puissions sortir de l'ornière de la corruption et rassurer les gens. Et c'est pour cela d'ailleurs que je me dis qu'il faut aller plus loin. Les témoignages que nous recevons au niveau de HTE là n'est pas aussi très rassurant que ça, parce que des gens pensent qu'ils ont été abandonnés. Ils veulent travailler pour l'État, mais on met devant que il n'y a pas de... L'État n'a rien à apporter extraordinairement à vous apporter, sauf que de vous réunir et de faire ça ne marchera pas. Parce que des gens abandonnent déjà leur travail pour venir s'impliquer dans ceci. Ils se déplacent, ils font tout ça là, on ne leur donne absolument rien. Si c'est comme ça, les gens seront découragés. Si on dit qu'ils travaillent à l'hôtel, vit de l'hôtel. Il faut mettre les moyens à leur disposition pour pouvoir leur permettre de travailler. C'est indispensable, sinon ça ne passera pas. Et aussi, au niveau du HTE, vous avez dit que le HTE a été boudé au départ par certains. Oui. Maintenant, il faudrait que le HTE puisse être porteur des résultats probants. Qui attire les autres. Voilà. Pour attirer les autres, pour dire, il y a quelque chose quand même. Mais jusque-là, on ne voit rien, on a juste l'impression qu'on a mis quelque chose en place. Ils sont abandonnés. Et quand vous discutez avec eux, ils n'ont aucun moyen pour pouvoir travailler. Ils sont obligés de prendre leur propre quoi. Là, ils sont venus, ils étaient restés ici, ils sont, sans prendre un seul sou. Comment ils peuvent travailler comme ça? Ce n'est pas possible. Ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés. Quand à partir du moment où vous êtes impliqué dans une affaire d'État, l'État est obligé de vous prendre en charge. Ça, c'est la moindre des choses. Mais quand on va faire appel et que vous travaillez, et quand vous dites que, oh non, mais c'est bien, vous travaillez pour l'État, ce n'est pas là pour... Mais demain, vous ne viendrez plus. Parce que demain, là, votre travail vous appelle. C'est comme ça, qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Vous ne pouvez pas travailler à l'hôtel du matin au soir, avoir faim, et vous devez retourner chez vous à la maison, trouver quelque chose à manger, et revenir encore travailler à l'hôtel. Ça ne se fait pas comme ça. Et donc, il faut qu'on les prenne en charge. Il faut mettre les moyens à leur disposition pour faire un travail de fond. Et c'est capital qu'on puisse faire un check-up pour savoir concrètement qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'avait pas marché. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui ont des idées entrepreneuriales, mais qui peut-être n'apportent pas de capital. Ils viennent, ils savent que je vais monter telle affaire, mais est-ce que ici j'ai des structures financières pour m'accompagner? On a souvent, contrairement à ce qui se fait en Occident, on a souvent des banques, mais qui sont plus dans le dépôt. Ils attendent juste que les gens viennent faire du dépôt. Ils ne décaissent pas, ils ne financent pas les activités. Alors, si dans la diaspora, quelqu'un dit, moi j'ai un très bon projet, c'est étudier, ça va marcher, mais j'ai besoin que les structures financières ici m'accompagnent. Est-ce qu'on a l'assurance de ces garanties-là? Ce sont des leviers sur lesquels il faudra travailler avant d'espérer véritablement attirer avec les ces gens. banques classiques, c'est difficile. C'est difficile. Je crois que c'est de cela, c'est vers cela qu'il faut aller. Pour faciliter. Pourquoi la chose est ainsi? Parce qu'ailleurs, ce sont les banques qui vous bousculent pour que vous veniez chercher du crédit. Non, ici, c'est des banques. Ici, justement, peut-être que... on vous demande des documents sur documents que vous n'avez... Non, justement, peut-être vous n'aurez jamais. Il y a des gens qui sont priorisés. Hein, qui sont privilégiés, à qui quand même on fait des prêts pour leur activité. Et dans ce cas, s'il y a un projet porteur qui va marcher, qu'on présente à la banque sait que dans 1 an, dans 2 ans, elle aussi aura sa part. Oui. Et c'est comme ça, c'est la conception qu'on doit avoir. Et c'est ça qui permet une certaine pluralisation des affaires. Mais si ce n'est pas le cas, mais la personne ne sera pas motivée. Il n'y a pas de motivation. Et donc, notre souhait, c'est qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, qu'on donne cette possibilité aux Togolais. Qui viennent monter, qui montent des affaires. Et même,
et qui peuvent au moins donner des garanties. Qui peuvent aussi donner des garanties. Donc, vous savez, les banques que nous avons en place, pour la plupart, sont des banques soit étrangères, soit des banques privées. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Vous savez, la plus grande garantie que quelqu'un peut avoir auprès de vous pour pouvoir vous accorder des milliards, la plus grande garantie, titre foncier, non. Vous savez, ça, j'inverse le rôle pour vous poser la question. Non, vous savez pas, peut-être, ce n'est pas matériel, c'est la confiance. Morale. La plus grande garantie, c'est la confiance. Avec cette confiance, vous pouvez avoir des milliards auprès de quelque institution que ce soit. Mais en qui on peut avoir plus confiance à part l'État? Quand vous avez vos titres fonciers, mais pour pouvoir faire la datation en paiement, mener les procédures jusqu'à acquérir votre immeuble au cas où vous n'êtes pas solvable, ce n'est pas facile, c'est la croix et la bannière. Et c'est très très compliqué pour les banques. Et donc, alors l'État, quelle est cette garantie? Il faut que l'État garantisse. Il faut que quand vous voulez avoir ces projets-là, l'État exige auprès de vous plutôt la fiabilité, des études de fiabilité, de faisabilité de ce que vous voulez faire, analyser ensemble avec vous, et que l'État garantisse votre projet. C'est ça qui peut faire mouvoir les institutions financières. Je vous assure. Et que vos intérêts, vos recettes vont... Tout doit être calculé et garanti. De gauche à droite, c'est comme ça. C'est comme ça. L'État voit ce que... Vous savez, il faut toujours accompagner les initiatives privées. Amener les gens... C'est toujours le risque. Il ne faut pas dire aux gens de ne pas prendre le risque au niveau de trading et laisser les gens en l'air comme ça. Ah non, que l'État garantisse les gens auprès des institutions financières, trouver des modalités pour pouvoir accompagner ces institutions de façon à accompagner les entrepreneurs pour pouvoir investir et implanter des projets pour le développement de notre pays. Vous savez qu'on est mardi, on a aussi une tradition, les mardis, c'est d'évoquer des sujets sociaux. Il nous reste 5 minutes, on va en parler rapidement, 2 minutes chacun, Pasteur Edo. Non, je voudrais évoquer ce sujet très important. Ce sujet très important qui concerne, une fois encore, je reviens là-dessus, qui concerne la cherté de la vie. Je venais d'en parler tout à l'heure avec l'invité du jour, le docteur Aïra Korem. La cherté de la vie prend une autre proportion. Sur le marché, décidément, nous sommes en train d'aller vers une situation que je ne peux même pas qualifier. Je ne sais même pas comment qualifier. À tous les niveaux, que ce soit les matériaux de construction, le fer à béton, les matériaux de plomberie, partout. Pour la construction, là, c'est ça. Pas chaque jour, vous demandez le prix du fer à béton. C'est 25 francs, c'est 50 francs qui se déposent dessus. Et finalement, vous passez de 435, aujourd'hui, je crois, de 435 la tonne de fer à béton à 510 000. Ça fait combien? Ça fait un écart de 75 000 aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Alors, de 400, vous voyez, de 435 000 à combien? À 510 000 la tonne de fer à béton. C'est ça sur le marché aujourd'hui. Et partout, les Togolais n'ont plus de repères. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Et la dureté de la vie fait croire à certains qu'ils peuvent se suicider. Non, ce n'est pas là la solution. Non, j'ai dit oui, mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'il fallait se suicider parce que la vie est dure, on serait tous des suicidés. Les gens sont superbement endettés. Notre SMIC est toujours là, à 35 000. Vous voyez? Et donc, les frais de douane aussi, aussi plombent aussi les gens. Et donc, quand vous prenez tout ça, la vie ne peut être que chère. Et maintenant, qu'est-ce que l'État togolais fait? Il y a le contrôle des prix. Il y a le secteur de contrôle des prix au ministère du Commerce. Qu'est-ce qui se passe? Bon, donc, la vie est tellement dure
Vous prenez le gari, vous savez combien ça coûte aujourd'hui? 1500 le bol, il me Vous semble. prenez le maïs combien ça coûte aujourd'hui? 800 francs le bol. Alors, maintenant, nous sommes en mai. Et ce qui veut dire que même si la saison de pluie, si cette saison donne, le maïs ne va pas reculer. Bien sûr. Ça va continuer à augmenter. Alors que c'est les prix, c'est les produits de première nécessité. Ça fait très mal. Agadasi viendra au secours. Et ça fait très mal. Avec l'ANSAT. Et Compris, moi, c'est ce qui me préoccupe. Adressé aux autorités. Dimas. Oui, je partage les inquiétudes du passeur Edo à 100% et j'appelle les autorités togolaises à agir parce que c'est comme ça. Le gouvernant, l'impossible, c'est au gouvernant qu'on demande. Oui. Ils ne sont pas des dieux, ils ne sont pas dieux, Ils ont le pouvoir. mais c'est vers eux qu'on doit se retourner, on doit se tourner pour pouvoir trouver la solution. Genre, moi, de façon isolée, lui, de façon isolée, ne peut rien faire. Mais si eux, ils mettent le haut là, on peut trouver une solution. Et donc, j'en appelle vraiment au gouvernant parce que la vie chère amène à une explosion sociale. Oui. Et On se quand rappelle, ça dans plusieurs commence, pays, hein, il faut tout faire. Il faut tout pour faire l'étouffer, enfin, pour pouvoir régulariser trouver les des choses. solutions. Sinon, si vous laissez les choses flamber, Un ça jour, amène une explosion sociale. C'est très important. Et je viens vers le foncier toujours. Rapidement. Le foncier, et Moins je suis dans la veille où un certain géomètre Doglé Agokoli se permet de se mettre dans ses poches quelques bambins et aller acheter des hectares des communautés. Alors, vous vous dites géomètre, vous connaissez les règles d'achat des immeubles et vous vous permettez d'aller auprès de 2-3 individus d'une collectivité et vous achetez des hectares. Et tout est vendu dans la vie. Vous rentrez dans la vie, je ne parle même pas uniquement de la collectivité Héron, comme j'ai l'habitude de le dire ici, depuis Davier, où tout est vendu là-bas, de façon quoi là, les gens se permettent de vendre tout sur le dos des collectivités. Ici, c'est dans la vie, où tout est vendu. Vous allez dans la vie maintenant, vous n'allez plus trouver de terres cultivables. Des petits bambins de 2, 28 ans, 30 ans, qui permettent de vendre des terres de toute une collectivité. Et ces géomètres-là se permettent de les acheter et de les brader. C'est inadmissible. Et donc, le foncier constitue vraiment, je ne veux pas parler de comment, ce qui est chez vous là-bas à Diagbélé, là. Bamako et autres là. Je ne veux pas parler de ça parce que ce qui se passe là-bas, c'est des bombes à retardement. Que les gouvernants se réveillent. Sinon. Message adressé au gouvernant. Merci, Pasteur Ido. Oui, non, merci. Merci, Dimas Dikodo. Merci à tous également. Le temps pour moi, si vous le permettez, hein, de le faire aussi, de souhaiter joyeux anniversaire à mon petit garçon. Il s'appelle Jonathan. Oh, Jonathan, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Je souffle 5 bougies. Aujourd'hui, j'aime beaucoup Jonathan. C'est l'ami infatigable de David.